Funambule dansant avec les mots, se laissant cueillir, décoiffer ou bluffer par le lexique, Michael Hirsch est un marrant qui donne à rêver. Fantaisiste dans l'âme et le verbe, il entremêle ici les feuilles d'automne, des citations à foison, la solitude à laquelle il est bon d'échapper, le mot communion, son appétit pour la surprise, le sommeil et des bouteilles de shampoing. Enfin, le pouvoir d'exprimer ce que l'on ressent. Et croyez-moi, le spectacle, ou le mélange, est détonnant. Avec lui, on s'aventure loin, mais on retombe toujours sur nos pieds, côté pile et côté face, en profondeur et en légèreté. Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Pour le faire grandir, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire. Je suis Marie Girardin-Lépine, créatrice de la fantaisie vagabonde, et un vendredi sur 4, je vous invite à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beau qui vivent le cœur battant. Vous venez ? 1, 2, 3, jouez ! Et si vous restez jusqu'à la fin, vous pourrez entendre ce que ça donne, une coupure de courant. Bonne écoute ! Bonjour Michael Hirsch. Bonjour Marie. Bienvenue dans Chamade. Merci. Et merci beaucoup de me retrouver dans un bel appartement parisien loué pour l'occasion. Oui, loué pour l'occasion, c'est pas chez moi. Il faut quand même le préciser. On est dans la salle Nelson. Bon, ouais. Voilà. Alors, pour qu'il se présentent, mes invités, je leur propose souvent un petit jeu. Et j'ai réfléchi pour toi. Et je t'ai donné une carte postale que je t'ai interdit de retourner. Et maintenant, je te propose de la retourner. Et donc, vas-y, tu peux y aller. Et de te présenter sans utiliser les mots qui sont écrits sur la carte, au verso. Ok, on y va. Je suis un chercheur. C'est-à-dire que je cherche qui je suis. Et plus j'avance, et plus je me dis qu'il n'y a pas de constante. Et du coup, je trouve ça assez rassurant. La seule constante qu'il y a dans la vie, c'est la mort. Du coup, moi, j'ai un peu de mal à répondre à cette question, qui je suis réellement. Ce que je peux dire, c'est que j'ai 33 ans. Et que j'essaye, par mon travail, de tisser une sorte de fil entre la profondeur et la légèreté. Qui m'amène dans une situation de sorte de funambule qui aime souvent se tourner le dos à lui-même, avec aussi un amour pour la langue française, et pour m'amuser avec cette langue-là qui, je crois, est une source assez inépuisable de découverte, d'émerveillement, de possibilités de rire et d'émotion, parce que le rire a pris une place assez importante dans ma vie professionnelle. Je suis une sorte de fantaisiste. Oh. Voilà. Très bien. Alors maintenant, si on oublie les mots tabous, alors qui es-tu ? J'ai compris que c'est une question difficile, mais je suis d'accord, c'est une question difficile. Est-ce que tu peux dire ce que tu fais, Michael ? Alors, je suis humoriste, auteur et comédien. Et puis, est venu s'agréger à ça plein d'autres activités qui sont vidéastes, chroniqueurs, voilà, en gros. Puis je fais plein de choses. Je fais du coaching en prise de parole en public. J'accompagne des conférenciers aussi dans le travail. Mais le cœur de mon activité, c'est d'être humoriste. Ça, c'est le cœur de mon activité dans le sens où c'est ce qui m'occupe le plus en temps, en énergie probablement aussi.
Et puis, j'écris mes propres textes. Alors parfois, je coécris, mais j'écris mes propres textes. Donc, je suis auteur et comédien parce que j'ai une formation de comédien et que là, mes activités professionnelles ont fait que je me suis plutôt concentré sur mes spectacles. Jusqu'ici, j'ai 2 spectacles seuls en scène que je joue et que je continue à tourner dans toute la France. Et puis là, je redémarre des activités de comédien avec un projet qui démarre fin janvier à Paris. Voilà. Chouette. Ouais. Bon alors, avant de qu'on s'immerge dans ton monde, j'ai une question rituelle dans Chamade, qui est: qu'est-ce que le beau pour toi? Il y a une vraie dimension de surprise pour moi dans le beau. C'est-à-dire que le beau réveille ou éveille. Ça crée quelque chose de nouveau en soi. De nouveau ou de différent. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. En tant qu'humoriste, on est un petit peu des artisans de la surprise. Le cœur du métier, c'est ça. Tous les écrits scientifiques qui ont été faits sur le sujet, et en premier lieu, le rire de Bergson. Là, c'est le moment où je fais semblant que j'y connais quelque chose à ce métier. Vas-y, je suis prête. Raconte que c'est ce moment de surprise, en fait. Le rire, c'est la manière avec laquelle le corps exprime, décharge cette surprise. Et c'est quelque chose de magnifique d'être un artisan de la surprise. Je trouve ça très beau. La grande difficulté avec ça, c'est que ça a lieu souvent qu'une fois. Ce qui fait qu'une blague, en général, la première fois fonctionne, la deuxième fois un peu moins, la troisième fois encore un peu moins, et puis à partir de la quatrième fois, en général, c'est ce qu'on appelle devenir lourd. Ce qui est très amusant, et parce que au début, c'était pas lourd, c'était plutôt léger, c'était un trait d'esprit, quelque chose comme ça. Donc ça demande en permanence de repenser comment surprendre le public, mais comment se surprendre soi-même. Et c'est une sorte de jeu permanent, incessant, une sorte de tonneau des Danaïdes aussi, parce que plus on se surprend, moins on se surprend, et donc voilà, il y a une sorte de vase communicant. Ouais. Et donc pour moi, le beau est intrinsèquement lié à cette question de la surprise et de l'émerveillement. Et je trouve qu'on s'en rapproche. Pour moi, l'émerveillement, c'est la surprise plus le beau, en quelque sorte. Ou plus le poétique, plus le tendre, voilà. Et est-ce que tu as là un ou deux exemples de beaux, récents ou très marquants dans ta vie? Oui. J'ai toujours près de mon lit un livre de Sampé, qui est un dessinateur que j'admire immensément. Et je sais que c'est un recueil de beaux. Voilà. Et je vois un dessin là qui est d'ailleurs dans mon bureau que je me suis offert en poster. Alors c'est pas un original de Sampé. Il va falloir que j'écrive des blagues vraiment très 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 drôles et très très chères pour pouvoir m'offrir un Sampé. Que tu surprennes énormément de gens et très très fort. Voilà, ouais. C'est ça. C'est un personnage qui est un funambule qui tient cette grande barre dans les mains pour s'équilibrer. Et il marche le premier sur cette corde et il a des tonnes de gens derrière lui. Et il est l'ouvreur de voix sur la corde. Et pour moi, c'est une assez belle métaphore de ce que j'aimerais que soit ma vie. Cet équilibre instable, permanent, et d'être une sorte d'ouvreur de voix. Dans mon domaine, pas dans tout. L'être humain est un primate, et à ce titre, c'est quelqu'un qui a plutôt peur, et qui n'est pas forcément un ouvreur de voix, qui regarde l'autre. Tous les primates font ça. Ils sont dans une situation plutôt confortable et ils se regardent les uns les autres jusqu'à ce qu'il y en ait un qui fasse le premier pas. Si celui qui fait le premier pas, ça a l'air de bien se passer pour lui, alors ils suivent. Je trouve que ça donne un éclairage assez intéressant sur notre période et sur ce qu'on est. Je trouve qu'il ne faut pas oublier ça de nous et de ce caractère un peu suiveur. Voilà. Et pas forcément de grands découvreurs. Et j'aime bien cette image-là. Pour moi, ça, c'est vraiment une source d'émerveillement.
ce dessin de Sampé, parce que c'est fait avec beaucoup de tendresse. Les personnages de Sampé, c'est quelques traits, et puis on les voit, ils existent, quoi. On les connaît. Donc ça m'a... Voilà. Tu voulais un deuxième exemple ? Si tu en as un, oui. Alors j'ai la chance de vivre maintenant un peu à l'extérieur de Paris et d'être entouré de forêts. Et j'avoue que la période automnale que nous vivons là est une source d'émerveillement absolument extraordinaire. De voir chaque jour les couleurs de la forêt changer, puis avec des couleurs très vives. C'est très étonnant, c'est très agréable. Et puis j'aime bien cette période de l'automne. J'avais entendu un jour comme ça une phrase un peu de développement personnel. Je dis ça avec un peu d'ironie, mais on l'a entendu. Mais qui disait que le moment de l'automne, c'est le moment du lâcher prise. C'est le moment où même les arbres laissent tomber leurs feuilles pour pouvoir se régénérer. Je trouve ça super intéressant et en me baladant en forêt avant-hier, je me disais, moi, dis donc, ils sont forts en lâcher prise, tous ces arbres quand même. Ils y arrivent tous les ans. Moi, j'y arrive pas tous les ans. Ouais. Voilà. Selon cette définition, ça m'éclaire moi sur mon rapport à l'automne qui est très très contrarié. Ouais. Tu vois. Et il y a peut-être un lien du coup avec le lâcher prise. C'est assez intéressant, je trouve, cette question de saisonnalité et de comment on se est-ce que on laisse place à la saisonnalité dans notre corps. C'est sûr qu'on y est sensible. Oui. Je veux dire, je crois qu'il n'y a pas d'être vivant qui n'est pas sensible au changement des saisons et qui n'a pas des variations dans l'année. On nous vend beaucoup la constance absolue en tout et pour tout. Il faut être en forme tous les jours, il faut être égal en humeur tous les jours, etc. Rien dans la nature, rien n'est constant et égal. C'est ce que je disais. Rien dans la vie n'est constant hormis la mort. Donc, je trouve ça très beau, en fait, qu'on ait cette saisonnalité en nous, qu'on retrouve ces sensations-là. En tout cas, moi, j'ai pas été éduqué à ça, étant plus jeune, à écouter mon corps, à écouter ce genre de signaux. Et là, le fait de vivre dans la nature me reconnecte un petit peu à ça. Ah, je vois. Tu parlais de la langue française, évidemment, tout à l'heure en préambule. Quelle place elle occupait, la langue française, dans ta vie avant de jouer les premiers rôles sur la grande place ? J'avais un rapport très contrarié à la langue française. Jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai toujours été un très mauvais élève en français, dans cette matière, français. Et puis là, j'ai découvert Raymond DeVos, ça a complètement changé ma vie parce que j'ai découvert que ça pouvait être un terrain de jeu, ça pouvait être ludique. Jusque-là, j'y voyais que des interdits et des règles. Ouais. J'ai toujours été nullissime en orthographe, ça s'est amélioré un peu avec le temps, mais c'est plutôt une affaire d'expérience que de compréhension. J'ai jamais trop compris les règles d'orthographe, les règles de grammaire. Plus on est, pour avoir lu un peu sur le sujet, on est quand même une langue qui est particulièrement complexe en termes d'orthographe et de grammaire et pleine d'incohérences. Voilà. Donc c'est vachement, pour le coup, on va utiliser un vachement. C'est vachement difficile à expliquer à des enfants. Alors, c'est comme ça, sauf dans ce cas-là, sauf dans ce cas-là, sauf dans ce cas-là, sauf dans ce cas-là, ouais, sauf qui peut, quoi. Et donc le jour où j'ai découvert que c'était un jeu, je me suis reconnecté à quelque chose qui était très profondément ancré en moi parce que j'ai toujours adoré jouer avec les mots. Je me souviens, j'aimais beaucoup François Pérusse, qui faisait les 2 minutes du peuple. Voilà, pour moi, et puis j'aime toujours. Ouais. Et c'était, je trouvais ça super, en fait, je trouvais ça amusant. C'est du champagne pour le cerveau. Alors quand je dis du champagne pour le cerveau, c'est que je ressens vraiment un plaisir dans ma tête. Quoi. Effervescent. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Il y a une effervescence, quelque chose de festif. Tu les écoutais en français québécois ou la version française de France ? Je crois que je les écoutais en français. La version qui passait sur Europe 2. Je crois à l'époque c'était sur Europe 2. Ok, peut-être.
J'ai découvert après, moi, en fait. Et c'est prodigieux, ce qu'il fait, c'est prodigieux. Et ça s'est reconnecté en moi. Brassens dit que le plaisir, le jeu tous les enfants jouent avec les mots. C'est un peu plus tard qu'on le perd, mais tous les enfants jouent avec les mots. Et c'est vrai que j'ai une maman qui m'a écrit hier sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit « Oh, j'adore ce que vous faites, je suis vos phrases quotidiennes et je suis venue vous voir en spectacle. Et je viens de découvrir avec mes enfants Le Prince de mots tordus, qui est donc un livre justement où c'est de l'amusement permanent avec les mots. Et les enfants adorent ça, ils adorent. Pour eux, c'est un jeu. Pour l'enfant, tout est un jeu en fait. Et puis ça se perd au fur et à mesure. Et donc, je trouve ça toujours amusant dans Chamade quand tu commences par un jeu. Parce que moi, j'ai revu il y a peu de temps ma nounou de quand j'étais tout petit. Oh. Et du coup, je lui demandais, mais comment j'étais quand j'étais tout petit? Je n'ai pas de souvenir. Et elle m'a dit, alors avec toi, Mickaël, il fallait que tout soit un jeu. Et c'est incroyablement éclairant parce que ma psy m'a dit la même chose il y a quelques mois. Je ne sais pas si elles se connaissent, ma nounou et ma psy, j'en doute. Mais je crois qu'elles ont vu juste en moi. Effectivement, tout doit être un jeu pour moi. Et donc, mon rapport à la langue, c'est un jeu. Et parfois, je me demande qui joue avec qui. C'est-à-dire que j'ai plutôt souvent l'impression que les mots se jouent de moi plutôt que l'inverse. Ah, super intéressant. Ouais. Et en fait, c'est eux qui te surprennent plutôt que toi qui te surprends grâce à eux, en fait. Ouais. C'est pour ça que je déteste les définitions. Alors, j'adore les définitions quand je les lis dans le dictionnaire, parce que ça clarifie quelque chose dans mon esprit. Je suis totalement incapable de définir les choses. Et ce mot est extrêmement surprenant quand on y réfléchit, parce que pour moi, il y a quelque chose, et d'ailleurs, je crois que la définition du mot « définir », ça devient un peu méta, là. Ouais. Attention, migraine à venir, cher auditeur. Non, la définition, c'est l'idée de fixer quelque chose. Ouais. Et en même temps, c'est définir. Comme on pourrait dire déminer. Donc enlever une mine de quelque part. Définir, arrêter la finitude. Rouvrir la discussion, en quelque sorte. Donc j'aime bien... je suis assez tiraillé par rapport à cette question de la définition. Je ne sais pas du tout pourquoi je suis allé vers ce propos. J'ai complètement perdu ce qui s'est passé avant. Oui, mais... Voilà. On va ouvrir des parenthèses. C'est ça. Les fermera-t-on? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est pas sûr. On parlait de la langue française, en fait, au départ. Et donc, ça, c'est très bien. Ça me fait transition parfaite avec la suite. Tu dirais que tu la tires d'où, ta fantaisie ? Instinctivement, je te répondrai « je sais pas », mais c'est la réponse un peu facile. Je pourrais faire une petite parade, comme ça, en citant Brassens, comme ça ce sera une parade chic, et te dire si les oiseaux savaient pourquoi et comment ils chanteraient plus. Ça, c'est la parade chic. En vérité, c'est rigolo la parade chic, parce que ça fait un jeu de mots. J'ai pas du tout fait exprès. Tu vois, les mots se jouent de moi. Je crois en vérité que ma fantaisie, c'est pour échapper à quelque chose. C'est pour me sauver et essayer par là même de sauver d'autres gens. Enfin, de croire que je vais sauver d'autres gens. C'est pour échapper à la gravité. Je crois que c'est ça. Je parlais au moment où tu me demandais qui je suis, de l'idée de tirer un fil entre la légèreté et la profondeur. C'est toujours, pour moi, c'est toujours assez difficile d'être profond et de pas d'être grave. Et je peux pas échapper à mon désir de profondeur. Je crois que c'est vraiment très intrinsèque. Enfin, c'est très inscrit en moi, quoi. J'ai besoin de réfléchir, de penser, j'ai besoin de cette profondeur-là, voilà. Je le contrôle pas, et je crois que même en essayant de le contrôler, je me fais violence, à tort, pour le coup. Mais par contre, essayer d'éviter d'emmener les gens dans les affres de la gravité. Ça, c'est important. Et moi aussi, évidemment. Je dis les gens, parce que je me mets en posture de sauveur, hein, sinon ce serait pas rigolo. Mais voilà, donc ma fantaisie, je crois qu'elle vient de là. J'adore les citations. Alors, il va y en avoir une autre en plus. Ouais. C'est Romain Gary qui dit que l'humour est une déclaration de dignité de l'homme sur sa situation.
Je crois que je pratique l'humour pour ça. Et c'est arrivé à des je le dis d'autant plus, pardon, que c'est arrivé à des moments de ma vie où la manifestation de l'humour a été vraiment quelque chose pour échapper justement à une situation grave. Je le raconte pas très très souvent, mais là je sais que je suis en bonne compagnie. J'ai eu un accident de voiture très grave quand j'avais 17 ans avec ma sœur, et elle a été gravement blessée. Moi j'ai été un peu blessé, j'ai eu énormément de chance. Mais il fallait quand même me garder en observation une nuit aux urgences parce que le choc avait été excessivement violent. Et donc j'étais installé dans ce lit d'hôpital avec des capteurs un peu partout pour vérifier que j'allais bien, etc. Et puis comme j'étais en observation, on me réveillait toutes les 2 heures pour vérifier que j'allais bien. Alors j'étais vraiment en état post-traumatique. Donc je revivais l'accident sans cesse. En plus, c'était un moment où je ne savais pas si ma sœur allait vraiment bien. Je savais qu'elle était vivante, mais on ne savait pas du tout. Ce qu'elle avait. Et à ce moment-là, j'ai été réveillé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et c'était, grosso modo, il me fallait à peu près 1h45 pour m'endormir. Oui. Et on me réveillait un quart d'heure plus tard, quoi. Et donc au bout d'un moment, en fait, j'ai enlevé les capteurs. Je me suis levé, donc ça a commencé à biper et tout. Et en fait, je voulais aller voir les infirmières, et puis les infirmières ont accouru vers moi, elles m'ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « Donnez-moi un papier, un stylo, de toute façon, j'arriverai pas à dormir. » Et cette nuit-là, à l'hôpital, c'est la première fois que j'ai écrit un sketch de ma vie. Waouh. Donc je pense que ça a été ma manière à moi de vivre ce moment-là, et d'échapper probablement à plein de pensées très difficiles, à une souffrance importante. Donc je crois que dans ma vie, la fantaisie, elle est là pour échapper à ça. Et avant ce souvenir à 17 ans, est-ce que tu en as des plus anciens de toi, enfant ou jeune adolescent? Je sais pas quelle place tu occupais dans ta famille, quelle image tu avais, peut-être rétrospectivement les gens parlant de toi à l'époque, qu'est-ce qu'ils en disent? Alors je crois que j'ai toujours voulu attirer le regard. J'ai une grande sœur, donc je pense que c'est assez lié au fait que je voulais choper l'attention. Donc j'ai toujours aimé ça. Je sais que quand j'étais petit, j'essayais toujours d'être le petit rigolo. Et je me souviens de moi, je regardais les gens avec mes yeux, et puis les gens ont toujours bien aimé la couleur de mes yeux, parce que j'ai les yeux assez clairs, et ils me regardaient. Et je sais pas, il y avait un truc, je sais pas d'où ça venait dans mon enfance, où on disait Michael, vas-y, fais du charme. Et faire du charme, c'était cligner des yeux, comme ça. Et en fait, je me vois tout petit, à hauteur de canapé, quoi, avec tous les gens qui étaient assis autour de mes parents, et puis moi j'étais là au milieu, et puis je clignais des yeux et je faisais du charme. Donc ça, je me souviens assez bien. Je me souviens d'avoir repris assez jeune des sketchs, d'avoir appris par cœur des sketchs, et de les faire dans des spectacles de fin d'année, de choses, etc. D'avoir écrit aussi, je me souviens d'avoir fait une parodie avec mon meilleur ami d'une prof, et on avait fait ça le dernier jour, devant elle. Devant elle, waouh. Ouais, j'adorais. J'imitais beaucoup quand j'étais jeune. J'ai conservé encore quelques imitations, et puis j'en travaille parce que ça m'amuse. C'est une manière de convoquer avec moi des gens que j'admire. Donc ça, c'est rigolo. Et puis, je me souviens de moments aussi... je me souviens beaucoup de moments avec mes parents et ma sœur sur le canapé, à regarder la télé, à regarder des films de De Funès. Ça, je crois que ça a été vraiment quelque chose de très marquant, d'entendre mes proches rire et d'adorer ce son, d'adorer ce moment de légèreté que ça convoquait. Et combien de fois... Alors, mon film préféré, c'est Rabbi Jacob. Enfin, mon film préféré de Funès. Ouais. Et j'ai usé les cassettes. C'est-à-dire qu'il fallait soit racheter Rabbi Jacob... Et c'est arrivé, je sais pas, 2 ou 3 fois ou 4 fois. Ou alors, il fallait réenregistrer Rabbi Jacob sur le magnétoscope. Parce que je regardais ce film, j'adorais. Je regardais. Donc,
Ouais, je viens d'une famille où il y a quand même la présence d'une gravité. Et donc j'étais celui qui a pris en charge pas mal, je crois, le fait de sortir de cette gravité. Je sais que par exemple, aux enterrements de mes 2 grands-mères, j'étais celui qui faisait rire. Jusqu'au dernier moment, quasiment, je faisais rire. Il fallait que j'étais une sorte de trompe-la-mort, quoi. Voilà. Naturel. Tu te souviens pas avoir endossé ce costume-là pour... Après, c'est peut-être difficile à dire. C'est assez difficile de répondre à cette question. Ouais. C'était probablement ma manière d'exister dans ce moment-là, quoi. Et de faire du bien aux autres. Et quand on fait du bien aux autres, on se sent encore plus exister, quoi. Ah ouais, je suis d'accord. Justement, dans ton travail, il y a vraiment 2 facettes. Il y a l'humour, évidemment, et il y a de la poésie. Moi, j'ai pas encore eu la chance de voir tes spectacles, mais j'ai lu ton livre et j'ai vu des extraits, des bribes, le peu qu'on peut trouver sur tes spectacles sur Internet. Et je me demandais, est-ce qu'il y a une des facettes que tu préfères entre l'humour et la poésie, ou est-ce que tu préfères embarquer les gens? Est-ce que c'est un savant dosage entre les deux? Ouais, c'est un savant dosage entre les deux. C'est un savant dosage entre les deux parce que les gens... ils vont pas voir un spectacle de poésie. Tu vois? Ouais. C'est Lucchini qui raconte une phrase je crois, de Paul Valéry qui dit « Les gens ont une idée si vague de la poésie que cette idée-là même est déjà très vague. » Et je trouve ça... Oui, alors mon rapport à la poésie en tant que tel est là aussi assez contrarié, dans le sens où, jusqu'à mon premier spectacle, je me suis jamais vraiment considéré comme quelqu'un de poétique. Pour les gens qui me connaissent dans l'intimité, ils savent que je suis pas quelqu'un de particulièrement poétique. C'est-à-dire, je me balade pas dans ma maison avec un luth à déclamer des vers. Oh, dommage. Dommage. Quelle déception. Ouais. Mais j'ai plutôt, je peux être très grivois par moments, et c'est un humour qui me plaît beaucoup en fait. La vulgarité me fait marrer beaucoup. C'est pas forcément ce que j'ai envie de partager au monde. Et j'ai découvert cette facette de ma personnalité après mon premier spectacle. C'était les retours des gens qui me disaient « Mais c'est très poétique ce que tu fais ». Et au début, je me suis vraiment beaucoup interrogé là-dessus. Est-ce que par poétique, il voulait dire « C'est pas drôle ». C'est autre chose. C'est pas très drôle ce que tu fais, c'est autre chose. Ce qui pour un humoriste est quand même un peu contrariant. Donc j'étais un tout petit peu mal à l'aise avec cette idée-là au début. Et puis en fait, j'ai lâché prise sur ce sujet-là. J'aime la tendresse. Ça, c'est quelque chose qui est inscrit en moi. La violence... J'aime contrecarrer la violence de l'époque par cette idée qu'on peut en faire dire autre chose. Voilà. Donc je trouve dans cette quête de la surprise que venir voir un jeune, à l'époque j'avais 25 ans, qui est sur scène et qui s'amuse avec les mots et parfois a une trouvaille un peu jolie. Je trouvais c'était très chouette comme sensation, c'est très valorisant. Je dois dire, c'est très valorisant. Et puis j'aime ce que ça génère et chez moi et chez les autres. En fait, ces moments de trouvailles. Le moment de création, quand j'écris, est plutôt un moment de découverte. Ça correspond à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où les mots jouent entre eux et waouh, ça fonctionne. Il y a quelque chose. Je découvre moi-même ce qui se passe. Il y a un trait... dans Inception, il y a un moment qui, moi, me bouleverse. J'ai même... à un moment, je me suis dit, si un jour je me fais tatouer, je me ferai tatouer ce symbole. C'est une sorte de cercle avec 2 flèches, l'une vers l'autre. Okay. Et c'est le moment où il parle de la création pure. Ils sont dans la première fois qu'il y a cette jeune architecte et il lui explique un petit peu comment il crée les rêves. Et il lui explique que la création pure, c'est qu'en même temps qu'on crée, on découvre ce qu'on crée. Ces moments-là sont les plus jouissifs qui soient de ma vie professionnelle.
Après, il y a quelque chose de très réjouissant qui est le moment où je le partage avec le public et où je sens que ça fonctionne. Mais ce moment-là est particulièrement jouissif. Est-ce que tu peux raconter comment, je sais pas, avec plus de détails, comment ça se passe un moment où tu trouves et où tu te laisses surprendre par la langue française? Alors, la première expérience que j'ai vécue comme ça, c'est un sketch qui existe toujours dans mon premier spectacle qui s'appelle Pourquoi et qui est c'est devenu un tour de magie avec une pièce où en fait, donc j'ai une pièce et je m'amuse avec les mots pile et face. Et je me souviens, c'était un moment, alors je recontextualise, avant d'être troubadour, et à plein temps, j'étais troubadour seulement amateur, et j'ai fait une école de commerce. Et lors de mon premier stage en entreprise, j'étais dans un grand groupe, j'étais chez L'Oréal, qui n'est pas l'endroit absolu pour être un troubadour. On sent que troubadour chez L'Oréal, ça convoque des choses assez antinomiques. On ne rigole pas avec le shampoing. Le shampoing est une chose sérieuse. La définition du shampoing est sérieuse. Oui. Ah non, c'est très sérieux. Et donc, je me souviens très vite d'avoir connu un profond ennui en entreprise. Et d'être rentré un soir en disant, si c'est comme ça pendant 6 mois, ça va être long. Et vraiment long. Et ennuyeux. Et donc, assez naturellement, je me suis mis derrière mon écran et j'ai écrit. Et j'avais une pièce dans la poche et je m'amusais avec cette pièce. Et les mots pile et face ont commencé à jouer tout seul dans ma tête. Et puis après, j'ai remis les choses bout à bout, mais je découvrais en même temps que j'écrivais. Donc, ça faisait un truc genre, là, c'est pile et hop, ça s'efface. Et il n'y a plus de pièces. Et d'un coup, tout s'est mis en branle et j'ai vu naître un spectacle sous mes yeux, le spectacle des mots qui jouaient entre eux, quoi. C'était à la fois hyper émouvant et incroyablement enthousiasmant. Et vraiment... donc voilà le genre d'émotion que je peux vivre et que je cherche beaucoup, en fait, parce que comme ça, je suis un chercheur, quoi. J'essaye de trouver les pépites. C'est ce que j'allais dire. Et de tamiser. Ouais. C'est ça, vraiment. C'est vraiment la métaphore qui me venait, le chercheur d'or qui tombe sur une pépite et qui exactement. est émerveillé, époustouflé par sa trouvaille. Ouais. Et mon métier, c'est pas seulement de trouver la pépite. Parce que des trouveurs de pépites, il y en a plein. Le nombre de fois où je reçois des messages de gens qui me proposent un jeu de mots ou qui partagent avec moi un jeu de mots, et je dis, le jeu de mots en tant que tel est super, mais ce qui à mon sens va faire que ça va fonctionner, c'est comment on va polir la pépite pour en faire un petit bijou, en fait. Donc j'ai aussi une sorte de travail d'orfèvre, et ça c'est un temps mais infini. J'ai dans mon téléphone, dans mes carnets, des tonnes de jeux de mots, et j'ai pas réussi à formuler le jeu de mots, quoi. Trouver la bonne formule. Hier, j'écrivais dans un de mes carnets, je suis un chercheur et je cherche la bonne formule pour qu'on me calcule. Et c'est vrai, c'est une vraie raison d'être, en fait, là. Et donc, quand je trouve la bonne formule, c'est un petit plaisir solitaire, je dois dire. Et puis après, je le partage avec d'autres. Et je suis très heureux de le partager avec d'autres. C'est-à-dire que ça redouble mon plaisir. C'est un plaisir différent, mais ça redouble mon plaisir. Et puis, il y a quelque chose dans mon métier qui est amusant, c'est que je dois réinventer sans cesse le plaisir. Toujours pour cette histoire de surprise. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si moi, je m'attends trop à ce qui va se passer dans mon spectacle, à comment va être la blague, etc., elle ne marche pas. Parce que si moi, je ne me surprends pas, je ne surprends pas les autres. Même avec quelque chose qui est déjà écrit et que tu connais déjà. Tu vois la limite entre c'est encore frais et la limite où c'est bon. Et c'est pour moi un des enjeux immenses de ce métier, qui est un métier de la répétition, un métier de comédien. C'est d'être en permanence dans la réinvention, de réussir à retrouver la fraîcheur, sans cesse. Et c'est un fardeau, hein.
Enfin, c'est vraiment... Et puis, récemment, j'ai trouvé une sorte de liberté là-dedans. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, je le vivais comme un fardeau, mais je le vivais bien. C'est-à-dire que je savais que c'était pas réellement un fardeau, mais que c'était ma mission. Voilà. C'est mon devoir, en tant que comédien, de réinventer. Et puis, je me suis rendu compte, récemment, j'ai réussi à convoquer cette idée du moment présent dans mon métier. À me dire, mais en fait, je n'ai que ça à faire. C'est un moment de ta vie où tu n'as que ça à faire. Réinventer, être présent, être là avec les gens. Et de me le formuler comme ça a été hyper libérateur. De me dire, oh, mais oui, bien sûr. Souffle, profite. Tu n'as que ça à faire. Tu connais ton plan de jeu. Tu connais ton texte. Tu sais où tu dois être. Tu sais ce que ton corps doit faire. C'est très inscrit en moi, tout ça. Ce que tu as à faire, là, c'est d'être présent. D'être là. De penser ce que tu dis. Tu y arrives à chaque fois ? Non. Ouais. Non. Mais ce qui est important, c'est pas est-ce que j'y arrive. C'est est-ce que les gens y croient. Je peux sortir d'une représentation et me dire je suis passé à côté. Mais si pour les gens c'était bien, qu'ils ont passé une bonne soirée, c'était ça le plus important. Leur moment présent à eux était réussi, ouais, en fait. Exactement. Ouais. C'était la première et la dernière fois qu'ils me voyaient. Être artisan de la surprise, ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité de faire une deuxième première bonne impression. Alors, par rapport au métier de comédien donc de scène, je m'interroge beaucoup là-dessus parce que moi, ça me renvoie à des choses personnelles. Qu'est-ce que tu dirais qu'il faut en plus ou en moins, mais j'imagine que c'est quelque chose en plus pour avoir envie et être cap de monter sur scène? C'est amusant parce que c'est à la fois quelque chose en plus ou quelque chose en moins. Tout dépend, à mon sens, si on voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. C'est-à-dire, je pense qu'il faut une légère désinhibition frontale. C'est simple, dit comme ça. Donc quelque chose en plus et quelque chose en moins. Ouais. Tu vois. Ouais. Faut avoir un mur entre deux cases qui tient pas bien. Tu vois. Voilà. Et donc, très joliment dit, c'est de l'insouciance. Tu vois, une forme d'insouciance. Mais qui, je crois, est totalement inhérente aux vraies aventures humaines. Ce qui fait qu'il y a de l'aventure, c'est qu'il y a de l'inconnu et de l'insouciance. Dans toutes les grandes choses qu'on a faites dans nos vies, et par grandes choses, j'entends pas forcément devenir Mère Teresa. Faire des enfants est une chose immense. Changer de métier est une chose immense. Se remettre à ses études, créer un podcast... Partir à l'étranger, ouais. 1 million d'exemples. Si on sait tout à l'avance, on n'y va pas. Si j'avais su ce que ça pourrait convoquer comme joie, bien sûr, mais aussi comme moment de souffrance, de doute, comme vertige, que de devenir humoriste, je n'y serais pas allé. Franchement, je n'y serais pas allé. Je ne l'ai pas su, j'y suis allé. Et ce qui fait qu'on passe le pas, c'est ce petit moment d'insouciance ou ce petit moment où c'est plus fort que nous. Il y a un désir. Voilà. Et moi, je crois franchement que ça a été une affaire de survie. Tu vois, c'est-à-dire il y a un moment où moi, jeune Michael, je suis petit, un peu grassouillé, et j'ai envie qu'on me regarde. Et puis à un moment, je fais un truc et ça convoque sur mon visage un nez rouge et je deviens une sorte de clown. Et j'accepte ce nez rouge parce que j'ai l'impression qu'on m'aime parce que j'ai ce nez rouge-là. Alors est-ce que c'est de l'inné ou de l'acquis? Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? J'en sais rien. Je sais pas. J'ai pas envie de savoir. Enfin, je crois que j'ai pas envie de savoir. Mais en tout cas, c'est ça qui fait qu'à un moment, j'y vais
Et puis, j'ai la chance que mes premières expériences sur scène soient heureuses. Parce que ça, je crois que c'est très important. Je crois que quand les premières expériences d'une aventure sont très difficiles, pleines de souffrance, etc., il faut une très très grande force mentale, physique pour continuer. J'ai la chance, moi, qu'elle soit assez heureuse, assez plaisante. Et que je me sente super existé et aimé. Et que je vois dans le regard des gens ce que je voyais pas à d'autres moments de ma vie. Et donc j'ai continué. Waouh. Je me prends un shoot de profondeur, c'est trop bon. Mais plutôt que d'essayer de trouver une transition qui va être foireuse, je te propose de jouer. Allez, on y va. Allons-y. C'est un jeu auquel je joue souvent avec mes invités et je suis pas allée chercher midi à 14h. Je te le propose aussi, le ping-pong verbal. Yes. Avec une petite variante, si on veut, c'est que je me dis qu'on n'est pas obligé de se cantonner à un seul mot, mais que ça peut être une expression, un titre de livre, de film, ce que tu veux, et moi aussi. Et je commence. Ok ? Donc tu me proposes un mot, je dois t'y répondre. C'est ça. Et après, moi, je te propose un mot et toi, tu dois y répondre. Non, moi, je réponds au mot que tu... Ok. Mot numéro 1, mot numéro 2, mot numéro Génial. 3, etc. On continue l'échange. Voilà. On fait pas tomber la balle. On fait pas on peut faire un petit rebond au milieu, là, près du pot à crayon, mais... Très bien. Voilà. Eh ben, funambule. Équilibre. Alors, allons-y dans la référence. L'insoutenable légèreté de l'être. Alors, je cherche le titre d'un roman de Milan Kundera qui m'a 1000 fois plus plu que L'insoutenable légèreté de l'être. Ouais. Et je vais pas retrouver. C'est peut-être le même... Moi, j'ai pas lu celui-là. C'est l'histoire d'une mère qui a un enfant et elle a décidé que ce serait un poète. Ah non, c'est pas celui-là que j'ai lu. Ok. Amour. Vertige. Voltige. Oh. Et je vais même... Vas-y. Je vais même te répondre à autre chose. C'est une phrase de Edmond Rostand que j'aime infiniment. Et la phrase « Et Edmond Rostand ». Ouais. L'esprit qui voltige n'est-il pas la plus belle victoire sur la carcasse qui tremble ? Oh. Ok, rebondis avec ça, Marie. Très bien. Tu peux me la répéter ? L'esprit qui voltige n'est-il pas la plus belle victoire sur la carcasse qui tremble ? Le truc qui me vient, c'est vol d'oiseau. Coucou. J'allais répondre c'est nous. Alors écoute, voilà, sans jugement, c'est nous. Communion. Tiens, je te raconte ça. Vas-y. Je fais une parenthèse dans le jeu. Ok. On laisse la balle en suspens comme Parfait. ça. Pourquoi je te dis communion ? Parce que un moment de théâtre réussi, pour moi, est une communion. Une sorte de moment suspendu ensemble. Et j'essaye vraiment de garder ça en tête quand je crée quelque chose au théâtre. Parce que pour moi, c'est quelque chose de vraiment différent de plein d'autres médias. Et c'est, je crois vraiment, quelque chose d'unique au théâtre. Le fait de convoquer des gens ensemble, dans un même endroit, à une même heure du monde, et d'essayer de créer quelque chose ensemble. Qu'une énergie circule. Et j'ai jamais trouvé de mots qui définissait mieux ça que l'idée d'une communion. Et je regrette beaucoup que ça n'ait dans notre société qu'une connotation religieuse. Ouais. Parce qu'il nous manque un mot. Enfin, il nous manque pas un mot, il nous manque un usage du mot. Quelque chose qu'on a en commun, c'est devenu une communauté. Avec les dérives du langage, de ce qu'on en a fait, avec le communautarisme, etc. Et donc, en fait, quelque chose en commun, c'est devenu quelque chose qui met dans des cases. Et qui éloigne les autres. Et qui éloigne, ouais. exactement. Ouais. Qui devient quelque chose d'exclusif. Les moments de communion, c'est tellement important. La communion. Et on le vit quand même encore à travers des événements marquants de nos époques, je trouve. C'est probablement une des choses que le foot arrive le mieux à créer. Moi j'aime beaucoup, je dois dire, j'aime beaucoup le foot. Ouais. Et j'aime beaucoup le foot pour ce que ça suscite d'émotions, en fait.
il y a quelque chose dans le football aujourd'hui, quelque chose d'important pour l'être humain, pour laisser exprimer une forme d'animalité, comme les jeux romains. Voilà. Je suis plutôt content qu'on tape dans un ballon plutôt que on tue des gens au milieu du Colisée. Voilà, je trouve qu'il y a eu un petit progrès civilisationnel là, même si c'est pas forcément l'expression la plus évidente de l'intelligence humaine. Ouais. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'une forme de communion. Je trouve que quand on gagne la Coupe du Monde en France, il se passe quelque chose dans les rues qui est de l'ordre de la communion et à un moment assez unique. Parfois, c'est des événements un peu plus tragiques. Je pense évidemment au Bataclan, parce que là, on en parle beaucoup. Ça, c'était un moment de communion très, très intense. Enfin, je me souviens d'avoir vécu vraiment quelque chose de totalement unique dans ma vie quand j'étais dans la rue quelques jours après. C'était bouleversant. C'est vraiment une émotion que j'ai jamais revécue. Voilà. J'avais l'impression qu'on se consolait ensemble. Et c'est rare de se consoler très nombreux comme ça. Et puis je me souviens aussi d'un moment de communion qui était très étonnant. C'était le moment de l'incendie de Notre-Dame. Je vivais pas très loin de Notre-Dame à l'époque. Et puis on avait des invités à la maison ce soir-là avec ma femme. Et puis nos invités arrivent et... Non, c'était avant que nos invités arrivent. Et j'entends du bruit et puis je reçois un texto qui me dit « T'as vu Notre-Dame ?» Et donc je dis « Quoi, Notre-Dame ?» Je regarde évidemment, puis je vois qu'il y a un incendie à Notre-Dame. Et j'ouvre la porte de chez moi et puis je tourne la tête et je vois de la fumée. Oh là là. Et je vivais à, je sais pas, 300 mètres. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit « Viens, on y va ?» Et puis on n'y est pas allé finalement, parce qu'il y avait nos invités qui arrivaient, mais le soir après, on y est allé. Et il y avait un moment de stupeur, d'effroi, incroyable. C'est très hypnotique. Le feu est incroyablement hypnotique, quoi, évidemment. Et là, on était vraiment tous à un même instant du monde, quoi. C'est curieux. Et en même temps, je trouve que ça fait du bien. Alors, contexte mis à part. Oui, contexte mis à part. Et je préfère évidemment quand c'est une communion joyeuse plutôt qu'un événement de terreur ou d'effroi ou un accident qui nous fasse communier. Mais comme on a tendance à vivre beaucoup dans nos bulles, l'époque, la technologie convoque beaucoup ça. Je trouve un moment très chouette de se retrouver dans une grande bulle tous ensemble, pour pas oublier qu'il y en a d'autres, des êtres humains, quoi. Voilà. Et qui sont pas que derrière un écran. Voilà un mot étonnant. L'écran. Parce que, je veux dire, faire écran, on voit très bien ce que c'est faire écran. Et on a complètement... je crois, en tout cas, moi, ça m'est complètement sorti de la tête qu'un écran, ça faisait écran. C'est vrai, ça fait écran. Ouais. Alors, ça nous permet de voir plein de choses, hein. Mais ça fait écran. C'est devenu aussi une sorte de miroir déformant de notre société. Et je pense que c'est pas mal de temps en temps de décrocher juste pour retrouver la vue, un peu. La vue normale, pas déformée. Je suis parti loin. Hein. Donc, communion. Oui, donc communion. Ah oui, c'est vrai, on était en plein milieu du match de ping-pong. Tu sais, la balle, tu la vois pas là ? Oui, la balle est toujours là, absolument. C'est vraiment un match de ping-pong sans filet. Donc là, on est... Absolument, avec des balles en lévitation, on recrée la métaphysique en direct, c'est génial. Donc, à ton communion, je réponds art. Supplément d'âme. Essentiel. Ah, ça résonne très très fort en moi. Parce qu'il y a eu ce moment pendant le premier confinement où je faisais partie des non essentiels. Je crois que ça a été quelque chose de... Ça a été une vraie blessure pour plein d'artistes d'être considérés comme non essentiels. Et c'est marrant parce que moi je l'ai pas trop vécu comme ça. C'est-à-dire, je me suis senti super démuni en fait. Je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'en fait, j'apporte un supplément de quelque chose à la vie, mais j'apporte pas la vie.
Enfin, ça a été un grand moment de remise en question. Encore plus en tant qu'humoriste. J'ai l'impression qu'on on vit une période où les humoristes sont devenus des artistes. Et c'est assez nouveau. Et je dis ça parce que l'humour, tout le monde a un avis dessus, un peu comme un art naissant. Voilà, tout le monde a un avis sur la peinture quand la peinture naît. Tout le monde a un avis sur le cinéma quand le cinéma arrive. Donc là, tout le monde a un avis sur l'humour. Puis ce qui est bien, c'est que l'humour, on n'a pas besoin de le pratiquer pour en parler. Voilà. Et souvent, ceux qui en parlent le plus le pratiquent le moins. Ouais. C'est comme la peinture ou le cinéma ou à peu près tout. Hein. Ouais. Et donc, je pense qu'on est confronté à un moment où donc, tout le monde donne son avis sur l'humour. Qu'est-ce qui est de l'humour? Qu'est-ce qui n'est pas de l'humour? De quoi on peut rire? De quoi on ne peut pas rire? Et les humoristes, et j'ai cette chance, j'ai cette chance, c'est que je pratique aujourd'hui un art qui est très mis en avant médiatiquement. Mon terrain d'expression aurait pu être l'art plastique. On invite rarement des sculpteurs sur les plateaux télé. Il y a tout le temps des humoristes dans les médias. Donc, en ce sens, j'ai beaucoup de chance. Le revers de la médaille, c'est qu'on est censé être capable de faire rire sur tout, de parler de tout, etc. Et ce moment où la pandémie est arrivée, je me sentais très démuni, parce que je sentais bien que je faisais pas partie... Enfin, qu'il y avait une urgence et que j'avais pas beaucoup de rôle à jouer dans cette urgence. En tout cas au début. Puis après, ça m'est passé, je me suis dit, oh, on va quand même en rire un peu, parce que là, il y a de quoi faire. Ouais. Et il y en a besoin, quand même. Ouais. Donc voilà, pour rebondir sur le mot essentiel, rire. Pleurer. T'as vu, je te remets dans des trucs très légers à chaque fois. Hein. Très léger, très léger. Ça me fait penser à... Je perds toutes mes références aujourd'hui. Ça me fait penser à ce dessin animé de Pixar absolument génial sur les émotions. Ah oui, Vice Versa. Ouais, Vice Versa. Ouais. Alors je vais te répondre Vice Versa. Ok. Et ce dessin animé que j'ai adoré, pour moi c'est un prodige. C'est prodigieux en termes de narration. Réussir à faire de quelque chose d'aussi conceptuel que les émotions et d'aussi intellectuel, d'aussi cérébral, une histoire, quelle claque. C'est pour moi qui suis très attiré par la profondeur des choses, c'est un très bel exemple. Parce que j'aime parler de choses profondes sur scène, c'est difficile d'en faire un spectacle drôle, ou plus dur encore, d'en faire une histoire. C'est-à-dire qu'on peut réunir les gens et les faire rire sur quelque chose de très conceptuel, mais c'est assez difficile de réussir à en faire une histoire. Moi, je tiens et je tenais, par exemple, pour le spectacle le plus récent qui s'appelle Je pionce donc je suis, qui est un spectacle autour du sommeil et des rêves, à réussir à créer une histoire. Et ça a été vraiment un travail, important de réussir à créer une histoire. Et j'y tiens parce que pour réussir à créer une parenthèse enchantée, ce que j'avais envie de faire avec ce spectacle, pour moi, il fallait emmener les gens ailleurs. Il fallait créer une fantaisie et les emmener ailleurs. Et j'ai énormément d'estime pour les gens qui font du stand-up, parce que réussir à faire rire et à s'en tenir à une émotion qui est le rire pendant 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, c'est absolument prodigieux. Imaginez qu'on le fasse dans l'autre sens et qu'on dise on va faire pleurer des gens pendant 1 heure et quart ou 1 heure et demie. Ou on va dégoûter, parce que c'est une autre émotion primaire, des gens pendant 1 heure ou 1 heure et demie. C'est très difficile. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Là, moi, je me suis fixé comme objectif de ne pas faire rire pendant 1 heure et quart ou 1 heure et demie. Je ne sais même pas si j'en serais capable, mais d'emmener les gens dans une histoire et de les faire passer par plein d'émotions différentes autour de cette thématique du rêve et du sommeil, parce que je crois que regarder le monde à travers ce prisme-là est un éclairage assez intéressant, et que le sommeil est quelque chose au mieux qu'on sous-estime, au pire qu'on mésestime,
dans nos vies et qui va très à l'encontre de cette accélération du temps, des informations qui nous parviennent, etc. Et je crois qu'il y a un enjeu de société majeur parce que le sommeil nous rend meilleurs en tant qu'être humain. Et je crois que là, il y a une voie de révolution, vraiment. C'est Brassens qui dit la seule révolution qui vaille, c'est d'essayer de s'améliorer chaque jour et d'espérer que les autres fassent de même. Donc de révolution dans ce sens-là, toutes les études le montrent, quoi. C'est assez incroyable. Quand on dort moins, on est moins généreux, on est moins patient, moins tolérant, moins aimant. Et ça se joue à finalement assez peu de choses. Donc j'avais envie de sensibiliser sur ce thème et ça a été... donc je me suis beaucoup renseigné sur le sujet, j'ai rencontré plein de spécialistes et tout. Et puis est venu un moment où je me suis dit, il faut faire une histoire. Donc vice-versa. Ouais. Je te propose qu'on pose les raquettes. Très bien. On est un peu... on a fait un... Merci pour le bruitage. Excellent. Tu parlais, on va clore non pas l'interview, mais en tout cas la partie avant le rituel par une question en forme de miroir avec le début. Tu parlais du funambule au début. Quelle empreinte est-ce que tu as envie de laisser dans le monde ou de laisser, pas forcément quand tu seras mort, mais dans la vie des gens, une fois que t'es passé, à quoi elle ressemble, cette empreinte ? J'ai pris conscience il y a peu de temps que probablement si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est pour lutter contre la mort, à ma manière. Je crois que ça revêt deux aspects. Rendre la vie encore plus vivante, en vivant des émotions fortes, des sensations intenses. La scène est formidable pour ça, évidemment. En revêtant aussi des costumes, des rôles, pour vivre plusieurs vies en une. Et puis, évidemment, l'autre aspect, c'est d'essayer de laisser une trace. Alors, quelle trace j'ai envie de laisser dans la vie des gens ? Je vais rester flou, parce que je crois que j'ai pas la réponse. Mais disons une trace positive, ce sera déjà bien. J'aimerais bien aider à ma manière. J'aimerais bien que ce soit aidant, ce que je fais. Est-ce que c'est aider en rendant un moment un peu plus léger dans un quotidien un peu grave ? C'est bien. Est-ce que c'est aider en apportant un regard un peu différent ? C'est super. Est-ce que c'est aider en donnant envie de jouer ? Ça aussi, c'est super. J'ai plein de gens qui sortent de mes spectacles et qui me disent « on a envie de rejouer avec les mots. On avait perdu ce plaisir. » Je suis aux anges de ça. Surtout que le jeu de mots, c'est assez étonnant parce qu'aujourd'hui, on en fait... souvent, on dit que c'est très has-been, le jeu de mots, en fait. Ah ouais. C'est un truc qui est pratiqué par le tonton relou le dimanche midi dans le repas de famille, le jeu de mots. C'est ce qui fait que souvent on dit « ah non, mais les jeux de mots, c'est super lourd, les jeux de mots, je déteste les jeux de mots. » Et moi, j'accepte qu'on puisse ne pas aimer les jeux de mots, mais donc ça a cette connotation un peu vieillotte. J'ai un peu l'impression, quand je dis je fais du jeu de mots, qu'on s'imagine que je porte un blazer en velours côtelé, voilà. Et donc si je peux redonner ce plaisir des mots, ça me réjouit beaucoup, parce que je crois qu'il y a une vertu derrière tout ça qui me dépasse très largement et qui dépasse le simple fait de jouer avec les mots, qui est se réapproprier le langage. On se rend compte que dans tous les régimes autoritaires, en général, ça commence par un appauvrissement du langage. Ouais. Ce que dans 1984, il appelle la novlangue. Et toutes les études de sémiologues, de linguistes sur à la fois l'Allemagne nazie, à la fois la Russie de Staline, même la Chine de Mao Tse-tung, montrent qu'à chaque fois, il y a un appauvrissement du langage. Et en fait, se redonner plaisir avec le langage, c'est se redonner un pouvoir immense, celui de pouvoir exprimer ce qu'on ressent
Et on sait que ça contribue beaucoup à l'entente entre les êtres humains et au fait qu'on puisse faire société. Il y a plein d'études comme ça qui ont été faites dans les prisons. On sait, enfin, globalement à l'échelle de la société, on se rend compte que moins on a de vocabulaire et plus on a de chances de devenir délinquant ou criminel. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui, moi, me dépasse de beaucoup et dont j'ai conscience. C'est qu'en essayant de ramener le plaisir de la langue, qui pour plein de gens, parce qu'on apprend la langue française, la langue de Molière, cette langue intouchable, qui n'est transmise que par des règles et des interdits, ramener du plaisir là-dedans pour dire aux gens, non, mais c'est votre langue, en fait. Elle n'appartient pas à l'Académie française, la langue française, elle appartient à tout le monde. Amusez-vous avec. Faites-vous plaisir. Et il y a vraiment un changement d'état d'esprit très profond à mener là-dessus, parce qu'en français, quand on fait une erreur, on appelle ça une faute. Une faute, ouais. Donc on est quand même très loin de ça. Et je crois que ça formate une partie de notre esprit au fait de ne jamais vouloir faire d'erreur. C'est une des premières choses qu'on apprend, tous les neuroscientifiques disent à quel point c'est difficile d'apprendre une langue. Enfin, c'est prodigieux pour un enfant d'apprendre une langue. Ouais. Et si, en fait, notre rapport à la langue, c'est de corriger sans cesse et de dire que tu fais une faute, en fait, je crois qu'on n'a pas envie d'essayer plus tard, d'essayer plein de choses, et d'essayer et de se tromper. Il y a cette phrase-là qu'on trouve dans les manuels de développement perso, il faut se planter pour pouvoir pousser, dit l'arbre. Bah oui, bah c'est vrai. Et avec la langue, c'est pareil. Donc, retrouvons ce plaisir de se planter avec la langue. Et puis c'est pas grave. Réfutons aussi cette condamnation définitive quand on fait une faute d'orthographe. Oui, j'ai fait une faute d'orthographe. Alors, je vais essayer de comprendre ce que j'ai fait comme erreur orthographique pour ne plus la refaire. Est-ce que c'était si grave ? Est-ce que je suis quelqu'un de mauvais ? Ouais, c'est ça. Parce que je fais une erreur orthographique. Est-ce qu'on condamne autant quelqu'un qui fait une erreur de calcul ? C'est vrai, tu as raison. Justement, est-ce que tu devrais intervenir auprès d'enfants en genre de contrepoids Alors oui, et j'en ai vachement peur. Je dois le partager avec toi. Je suis intervenu dans des classes, pas mal. J'ai pas mal échangé comme ça avec des élèves autour de la langue française et tout. Et j'essaye de leur tenir ce discours de amusez-vous. Et puis si la maîtresse elle vous gronde, eh ben c'est elle qui a tort, en fait. Parce que si vous essayez pas aujourd'hui, vous essayerez jamais. Donc là, vous êtes dans un petit laboratoire, profitez du petit laboratoire et mélangez plein de trucs. Et puis si ça fait une explosion, ben ça fait une explosion, mais ce sera pas très grave, vous vous amusez qu'avec des mots. C'est des mots, ouais. Voilà. Mais j'en ai peur parce que c'est vraiment, j'ai l'impression que ça va être de l'inconnu pour moi, très très fort en fait. Puis je pense que je vais être complètement dépassé aussi, parce qu'ils ont un imaginaire. Donc je l'ai pas fait beaucoup avec des jeunes enfants. Je l'ai fait un peu plus au collège, au lycée, où j'ai partagé mon expérience, etc. Puis j'ai souvent des classes qui viennent voir mes spectacles. Parce que j'ai plein de profs de français ou de profs de théâtre qui saisissent la balle au bond d'avoir un humoriste qui s'amuse avec la langue française. C'est très valorisant pour eux. Et qui, en plus, mes spectacles, il y a peu de vulgarité. Il y en a un peu parfois parce que c'est un super ressort comique par moment. Mais il y en a peu, donc ils savent qu'ils peuvent venir me voir et que les enfants vont pas rentrer chez eux avec des idées qui pourraient mettre mal à l'aise les parents et qui pourraient faire que devant ce malaise et cette incapacité et cette impuissance des parents, ça génère de la colère vis-à-vis du professeur, etc. Et que ça devienne une sorte de cercle vicieux parce qu'on ne sait pas utiliser le bon mot pour dire vous m'avez mis mal à l'aise. Et comment je fais moi avec ce malaise ? Ouais. Alors du coup, on va dire mais c'est horrible. Mon fils il est allé au théâtre et il a entendu parler de sexe et c'est grave parce qu'il ne fallait pas parler de sexe. Ouais, je sais pas.
me paraît pas si grave. Ça me paraît pas être la chose la plus grave au monde, le sexe. Je crois que si c'était la chose la plus grave au monde, le sexe, le monde se porterait pas si mal. T'as raison. On passe au rituel de fin ? Allez, on passe au rituel de fin. La première partie, c'est une question. À ton sens, c'est quoi le bénéfice majeur que tu tires à t'être écouté pour vivre la vie que tu t'es choisie ? Je me sens plus libre. Je me suis offert ma liberté. Voilà. C'est pas tous les jours facile, parce que quand on est libre, on est responsable de soi. Ça veut dire qu'on est responsable de sa motivation, on est responsable de plein de choses, et ça peut être une lourde charge, et en même temps, je suis libre. Voilà. Moi, c'est ce que je... Quand on me pose la question, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, enfin qui prennent contact avec moi pour parler de transition de vie, changement de carrière, l'idée de passer à une activité artistique, une activité d'artisan, de créateur. C'est souvent ce que je partage avec eux. Ça donne un grand pouvoir. Le fait de faire ce choix de vie, et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouais. Mais je cherchais cette liberté. Je la cherchais à fond. Je suis très heureux. Je suis très heureux par moment de l'abandonner, cette liberté. De me mettre au service de quelqu'un d'autre. Mais de savoir que si je le souhaite, je peux retrouver ma liberté. J'en parlais un peu plus en amont dans l'interview. Là, je reprends des activités de comédien dans un projet. Je démarre un projet génial. Enfin, je suis hyper enthousiaste, qui va avoir lieu au Théâtre de la Huchette à partir de fin janvier, qui est une adaptation d'un roman de Jean Telet qui s'appelle Le Montespan, qui raconte l'histoire du mari de la favorite de Louis XIV, et où on se rend compte à quel point... D'abord, on parle autrement de ce que c'est que la monarchie à la française. Que c'est pas que des strass et des paillettes, et c'est surtout beaucoup d'histoires de cul et de pouvoir, et que c'est une grosse histoire de gros cochons, des mecs, qui assouvissent leurs plus horribles fantasmes. Ça, on se rend compte que c'est ça la monarchie française. C'est un grand bordel dégueulasse. Voilà. Pas que, mais aussi, c'est ça. Et puis, on suit la trajectoire d'un homme qui devient le cocu le plus célèbre de France. Et je trouve que ça a une modernité incroyable. Incroyable. Comment un homme, jeune marié, jeune père de 2 enfants, vit le fait que sa femme devient la maîtresse du roi, et que petit à petit, il ne va plus pouvoir voir sa femme dont il est éperdument amoureux. Je trouve cette histoire très très puissante. Donc je suis très heureux en fait là de me mettre au service de ce collectif. C'est très reposant en un sens de ne pas être l'unique décisionnaire, l'unique moteur de ce projet-là. Ça, c'est un des apprentissages que j'ai fait ces dernières années en étant indépendant. Moi, comédien ou auteur ou humoriste, on est un peu freelance, Et il y a des moments où ça fait du bien de faire partie d'un collectif. Et je trouve que on n'est pas toujours maître des projets qui nous sont proposés, ou qu'on va faire, mais réussir à intégrer comme ça dans un parcours où j'étais relativement seul jusque-là, seul, je suis très entouré, mais seul, premier moteur d'un projet, et puis sur scène, je suis seul. Alors j'ai beau avoir... une metteuse en scène fantastique, un co-auteur, un régisseur, des gens. J'arrive, je mets le pied sur scène, je suis tout seul. Et c'est à moi de tout gérer. Et ça viendra, tu vas voir, ça va corroborer avec la petite histoire que je vais raconter juste après, le fait d'être seul. Donc je suis très heureux de rejoindre ce collectif-là, mais c'est ce que je dis donc aux gens qui viennent me voir. Je dis, voilà, est-ce que ce que vous voulez plus que tout, c'est votre liberté, votre indépendance ? Posez-vous cette question. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Qu'est-ce que ça implique ? Et sur qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pas vous isoler ? J'ai vu pas mal de gens autour de moi totalement s'isoler. C'est comme ça notamment que j'ai rejoint le Cercle des créateurs.
s'il nous est permis d'en parler. Ah, mais évidemment. J'ai entendu parler de cette initiative que je trouvais assez géniale, de ce merveilleux Kylian qu'on salue, bien Qu'on entendu. ne présente plus. Kylian Talent. L'idée de mettre comme ça en contact des indépendants. Et j'y suis rentré après les multiples confinements qui n'ont fait que nous isoler encore plus, nous autres indépendants, parce que être indépendant, souvent, c'est être seul, et souvent, c'est être fragile ou du moins vulnérable, du fait de cette solitude. Ouais. Et donc, je ressentais le besoin à un moment de dire, ok, je vais pas me laisser happer par cet appel de l'isolement, de la solitude. On sent, il y a une force, il y a une force qui nous tire comme ça vers l'isolement. Et je suis très heureux parce qu'en fait, ça crée des témoins, des gens avec qui on peut échanger, des gens qui comptent pour nous et pour qui on peut compter. Et j'en suis super heureux. Et puis ça fertilise le terreau à un point inimaginable. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais, la création appelle la création. Mais c'est aussi ce que j'aime dans ton podcast. C'est que je trouve que c'est un podcast qui est réellement inspirant. Merci. C'est-à-dire que des gens qu'on admire et qui parlent, on en a beaucoup, tu vois. Et c'est super important d'avoir des gens qu'on admire. Je crois que en tout cas, moi, ça m'est totalement indispensable. Mais il y a une différence entre créer de l'aspirationnel, en langage publicitaire de novlangue, et de l'inspirant. Je trouve que ce podcast crée une sorte d'émulation en soi. Parce que tu donnes à voir du beau, des propos beaux, intenses, profonds. Je dis ça en fin d'épisode. Alors je suis en train de me refaire tout l'épisode en me disant mais qu'est-ce que j'ai dit et est-ce que je vais réussir à susciter ça chez les gens et du coup pour moi c'est très important. Le beau appelle le beau. Et on a besoin de se créer les conditions de la création, les conditions de la performance. Je me souviens d'avoir regardé Formula One sur Netflix, qui est donc une série qui suit les pilotes de Formule 1 pendant toute une saison. Et j'étais totalement subjugué par l'écosystème de la performance qu'ils ont créé autour d'eux. Alors on parle évidemment de gens qui sont les pilotes, il y en a une vingtaine sur 6 milliards d'individus, une vingtaine sélectionnés pour conduire les véhicules les plus rapides. Donc, évidemment, on comprend assez bien qu'il faut établir autour d'eux un cercle de gens très compétents, très forts, très entourants, très motivants, très sécurisants pour les amener à ce niveau-là de performance. Et moi, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de raison que je me prenne pas un peu au sérieux, en fait. C'est-à-dire que si moi, je le fais pas, personne ne le fera pour moi. Ouais. C'est mon prof de théâtre qui disait « Je dis du bien de moi parce que sinon, je sais pas qui va en dire. » Donc, ça m'amusait beaucoup, cette histoire. Et c'est vrai qu'en fait, il y a un moment où je me dis créons le cadre de la performance. Mon cadre de performance. Et le cercle des créateurs en fait partie. Ça fait partie de mon cadre de performance. Et je pense que, en tout cas pour moi, ça a été très éclairant de cette idée, essayer de le schématiser. J'ai fait vraiment un schéma de mon cadre de performance en me disant, voilà, qui est autour de moi, qui me sécurise, auprès de qui je peux demander un avis sur tel sujet, qui sont les créateurs que j'ai près de moi, avec qui je peux partager ça. Parce qu'on sait que quand on partage une création, on partage un peu de soi, et que c'est difficile, c'est très difficile de conserver cette distance qui nous permet de dire, non, c'est mon travail, ce n'est pas moi. Oui, évidemment. Cérébralement, intellectuellement, on arrive très bien à le conceptualiser. Puis il y a les émotions qui viennent un peu tout chambouler. Et
Et ça, c'est quelque chose que je partage. Voilà, c'est ce sentiment de liberté et se dire, ok, si vraiment tu as envie de cette liberté, cette indépendance, super, mais réfléchis d'ores et déjà à comment pouvoir éprouver pleinement ta liberté et comment pouvoir être performant dans ton art, ta création, dans ta démarche. Parfait. Ce qui me fascine, c'est que tu arrives, après une longue explication ou un long récit, à raccrocher les wagons à chaque fois. Et alors, je suis époustouflée. Parce que moi, je me serais perdue dans mon arbre, accrochée à une branche et à ne plus savoir comment redescendre. Donc, bravo pour ça. Merci. Est-ce que tu nous racontes ton grand moment ? Alors, je vous raconte un grand moment. Ouais, je sais pas si c'est mon grand moment, mais je vous raconte un grand moment à toi. Ouais. Et nous, on ferme les yeux si on en a envie. C'était en septembre dernier, septembre 2021. Et ça faisait plusieurs mois que j'avais pas joué mon spectacle, J'Opionce donc je suis, qui est un spectacle vraiment exigeant parce que je joue 20 personnages sur scène et le spectacle dure 1h30. Donc c'est un spectacle qui est exigeant pour la mémoire, exigeant pour le corps, exigeant pour l'esprit. Et comme toujours, j'ai peur. J'ai très peur et je commence à paniquer 4 jours avant. Je dis comme toujours parce que j'ai remarqué qu'il y avait un petit pattern là. Donc 4 jours avant, je panique, j'ai peur, je répète. J'essaye de me remettre dans les bonnes dispositions. Je sens quand même que je suis un peu rouillé, mais j'y vais, j'avance. Le jour d'après, donc on est à 3 jours du spectacle, j'ai encore peur, je panique encore un peu plus que la veille. Et puis 48 heures avant, comme à chaque fois, ça va. Je me réveille le matin et ça va. Je suis plein de certitude, je sais que ça va bien se passer, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais il y a une sorte... L'alignement se refait dans le corps et je sais que je vais y aller. Et puis on arrive le jour J, je vais jouer en région parisienne et à 14h, l'équipe de production m'appelle en me disant bon, alors écoute, jusqu'à maintenant, on n'était pas vraiment sûr de pouvoir jouer cette représentation, mais je t'ai pas appelé avant pour pas te paniquer. Je dis bon, bah ça tombe bien, moi ça fait 1 jour et demi que je ne suis plus paniqué. Donc que se passe-t-il ? Eh bien en fait, les techniciens de la salle, qui sont le personnel municipal, s'est mis en grève. Ils ont attendu ce matin, jour de la reprise, pour se mettre en grève. Et on a essayé de négocier avec eux, enfin on a laissé le temps à la ville de négocier avec eux, et on leur avait donné jusqu'à 14h pour négocier. Et donc, à 14h, on a dit on prend une décision. Et en fait, ils sont parvenus non pas à un accord, mais le personnel en grève a donné sa parole qu'ils faisaient valoir leur droit de retrait pour ce soir, et que donc, tu pourrais jouer ton spectacle. Néanmoins, il faut qu'on trouve d'autres techniciens pour faire le montage du spectacle d'ici là. Pour vous donner quelques idées, en général, l'équipe de mon spectacle arrive à 9h du matin pour qu'on puisse jouer à 20h. Il est 14h, on n'a pas commencé le travail, et on est un jour de reprise après à peu près 1 an sans avoir joué ce spectacle. Petit haut le cœur, mais la machine continue de fonctionner. Je vais jusqu'à la salle, et j'arrive à la salle, et je vois donc le personnel municipal. Ils sont une 12aine devant la salle, et je sens une énergie vraiment très contraire, disons. Vraiment quelque chose d'assez véhément. Et même à mon endroit, alors que bon, moi j'y suis pour pas grand-chose dans cette histoire, je rentre dans la salle et puis on commence à travailler et on se rend compte que ça va être très compliqué dans le timing imparti, mais on va tout faire pour que ça fonctionne. Donc j'aide mon équipe pour l'installation et on arrive à rendre les clés de la salle à 18h58 parce que ce soir-là, juste avant mon spectacle, il y a une présentation de saison. Et je suis le cadeau du démarrage de la saison à l'issue de la présentation de saison. On rend les clés à 18h58, la présentation de saison commence à 19h. Et on est dans ma loge avec mon régisseur et le directeur technique de ma production.
Et on se regarde, on se dit, bon, soyons conscients que ce soir, ça va être un petit peu roots, parce qu'on n'a pas eu le temps de répéter. Du tout. On a juste vérifié que les effets fonctionnaient, mais je n'ai pas eu un instant pour vérifier, pour rejouer mon spectacle, ni pour prendre vraiment l'espace, etc. Donc, il va falloir se faire confiance, et puis advienne que pourra. J'ai le palpitant qui commence à monter un peu quand même. Je me dis, bon, là, il va falloir lâcher prise, il va falloir y aller. La présentation de saison se passe bien, et puis, avant de monter sur scène, j'ai une sorte d'instinct qui me vient. Et je dis à mon équipe, je leur dis, écoutez, je sais pas, j'ai senti vraiment quelque chose de très véhément quand je suis arrivé dans la salle. Si jamais les grévistes arrivent sur scène ou interrompent la représentation, surtout, on n'intervient pas. Et mon directeur technique dit non mais t'inquiète pas, moi je les ai vus, il n'y aura pas de problème, ils ont fait valoir leur droit de retrait, il n'y aura aucun problème. Je dis bon, ok, mais en tout cas, je sais pas pourquoi, je me sens le besoin de vous le dire, donc voilà. Et puis, le spectacle démarre. Et j'ai un moment dans le spectacle, assez tôt, ça fait à peine 10 minutes que le spectacle a démarré, il se passe très bien le spectacle, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe avec le public, ça fonctionne bien. Et puis, je raconte l'histoire d'un personnage qui met la main dans un grille-pain. Et je fais le geste de la main qui descend dans le grille-pain, et à ce moment-là, coupure de courant dans le théâtre. Alors là, il se passe deux choses en moi. D'abord, le moment où je comprends que c'est une coupure de courant, puisqu'en fait, la seule chose qui reste dans la salle, c'est les 2 blocs de sécurité qui sont au-dessus du public. Mon micro est coupé, plus de lumière. Et la deuxième chose que je comprends, c'est que les gens ne s'affolent pas. Et ils ne s'affolent pas parce qu'ils pensent que ça fait partie du spectacle. Puisque c'est tout à fait synchrone avec mon geste. Et donc je me dis, bon là, pas d'autre solution, je continue. Et vraiment tout ça va très très vite, donc je réfléchis pas trop, mais je continue. Et je continue le spectacle, et ça fonctionne. Et les gens sont avec moi. Et les gens sont d'autant plus avec moi qu'ils n'entendent plus que ma voix et perçoivent à peine mon image. Alors les pupilles se rétractent probablement, et ils me voient quand même. Mais on est à un moment du spectacle où il y a énormément d'effets de lumière qui sont très importants pour la compréhension du spectacle, où il y a énormément d'effets sonores. Et donc je suis sur scène et tout va très 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 vite dans ma tête. Je l'analyse maintenant, mais sur le moment, évidemment, je n'analyse pas du tout ce qui se passe. Et j'avance et je me dis, ok, il faut que j'explique ce qui se passe parce que sinon, les gens ne vont pas comprendre. Donc en même temps que je joue les personnages, je me mets à faire des audio-descriptions. À ce moment-là, le personnage principal arrive sur une musique épique. Doum, doum, doudoum, doum, doum, doudoum. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et je joue, et je joue. Et comme ça se passe bien, et que je sens qu'il se passe quelque chose avec le public, qu'on est vraiment dans un moment de communion, je continue. Et puis ça fait 5 bonnes minutes que ça dure. Et je vois qu'en régie, ils savent faire, et que donc, ils cherchent. Mais j'ai pas d'autres informations. Donc moi, je sais pas, je suis pris dans un mouvement, j'ai pas envie d'arrêter, je me sens pas d'arrêter, j'ai peur d'arrêter, donc je continue. Et comme ça continue, ça continue, ça continue, 5 minutes. Au bout de 5 minutes, je commence quand même à en rire un peu avec le public et à leur faire comprendre qu'on est en train de vivre un moment un peu spécial. Voilà. Que ça fait 1 an et demi que j'ai pas joué et que quand je reviens, il n'y a pas d'électricité, que les signaux me sont contraires, mais que je perdure, quoi qu'il en soit. Et comme en plus c'est un spectacle sur le sommeil, le jouer dans le noir, je me dis il se passe quelque chose d'assez intéressant et tout. Et puis on continue comme ça le spectacle. Je me rends plus compte du temps. J'avance dans le spectacle. Je sais juste qu'il y a quand même certains moments du spectacle qui vont être assez compliqués parce que notamment dans le spectacle, à un moment, il y a une vraie coupure de courant. Donc je me dis comment je vais faire exister cette coupure de courant alors qu'il n'y a déjà pas de courant. Et puis, à ce moment-là, il y a un des 2 blocs de sécurité qui se coupe. Chose que j'ignorais totalement à l'époque. Les blocs de sécurité, pour des raisons de sécurité, il y a des batteries à l'intérieur qui ne durent pas éternellement puisqu'elles sont faites pour que les gens puissent évacuer la salle si besoin. Et là, je me dis, donc il y a une lampe qui est coupée.
j'ai appris après que la batterie de cette lampe, c'était 25 minutes. Donc ça faisait 25 minutes que je jouais mon spectacle dans le noir. Et ça se passait super bien. J'avais d'excellentes sensations. J'avais ce que les pianistes appellent le toucher du pianiste. C'est-à-dire, tout ce que je fais, je le sens. Je suis en pleine possession de mes moyens, je suis très présent dans le moment. Et je profite d'autant plus des rires, de toutes les réactions du public. Je suis vraiment dans ce qu'on appelle l'écoute de l'écoute. J'écoute vachement le public, quoi. Et je me dis, ouais, mais là, quand même, ça commence à être vraiment embêtant. Parce que s'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de lumière. Il y avait pas mal de personnes âgées dans la salle. Donc, je sais que ça va jouer dans les quelques secondes qui viennent et qu'on va peut-être m'arrêter, quoi. Et puis là, la lumière revient. Alors, de manière très chaotique, la lumière revient. Et puis, il y a une lumière qui revient. Puis après, il y a le son. Puis il y a tout qui sera éteint. Puis il y a tout qui sera allumé. Bref, je vais jusqu'au bout du spectacle. Je sors de scène et je suis vidé. Mais intégralement vidé. Il n'y a plus d'énergie dans la machine. Je vais quand même à la rencontre des spectateurs parce que je le fais toujours. Je trouve que c'est toujours très important de rencontrer les spectateurs après le spectacle. Je leur ai imposé mon discours, ma manière de voir le monde pendant 1h30. Je me dis que s'ils ont envie de se manifester, ils ont le droit. Et les gens viennent me voir en me disant, mais c'est comme ça tous les soirs. En fait, vous avez fait semblant, mais c'est comme ça tous les soirs. Et j'en dis non, c'est pas comme ça tous les soirs. Mais si c'est l'impression que ça vous a donné, c'est super. Et je rentre dans ma loge. Et là, on me raconte un peu ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Et puis, je peux le dire, parce qu'entre-temps, j'ai reçu une lettre de la mairie qui présente ses excuses pour ce qui s'est passé et qui dit qu'il n'y a jamais eu de coupure de courant aussi longue et il n'y a jamais eu de coupure de courant dans cette salle. Et il s'avère que quand ils sont arrivés dans le local des clés, la seule clé qui manquait au théâtre, c'était la clé du local électrique. Donc, les gens sont présumés innocents. Voilà, je ne sais pas. J'ai quand même une forte impression d'avoir été saboté. Je suis sorti de là fatigué, un peu en colère, l'impression quand même vraiment qu'on avait saboté mon travail. Et en même temps, je suis sorti de là en me disant tiens, ce soir, là, t'as quand même fait ce qu'il y avait à faire, envers et contre tout. Et j'ai eu l'impression d'avoir fait preuve de panache, qui est un des mots que j'aime le plus dans la langue française. Et donc, c'était des sensations très mitigées, mais je me suis dit, voilà, là maintenant, tu as pu faire ça, la saison va bien se passer, bonne reprise. Et voilà, et c'est vraiment un souvenir fort pour une reprise après ce temps d'arrêt là. Je me suis dit tiens, bon, si même comme ça le spectacle tient, que les gens passaient un bon moment, qu'ils y ont cru, tu vois, on en parlait tout à l'heure, ils y ont cru, peu importe ce que moi j'ai ressenti sur le moment, ils y ont cru. Merci beaucoup, Michael. Merci à toi. À bientôt. Oui, à très bientôt. Et merci, c'était un vrai moment de plaisir. Vous venez d'écouter le 11e épisode de Chamade, l'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. Vous y retrouverez bientôt Michael Hirsch et mes autres faiseurs de beau. Je vous y offrirai en exclusivité des surprises sonores et visuelles. Retrouvez toutes les infos pour vous abonner dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé nous écouter, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non ? Merci et à très vite.